Quand on parle de développement front-end, on pense souvent à ce qu'on voit à l'écran, non? Les jolis boutons, l'expérience utilisateur. Mais attention, cette idée est un peu dépassée. Aujourd'hui, cette couche visuelle, la première chose que l'on voit, est devenue la nouvelle ligne de front de la cybersécurité. Un champ de bataille incroyablement complexe où les règles du jeu changent constamment. Alors, regardons ce chiffre, 74%. C'est énorme, hein? Une étude récente a révélé que près des 3/4 des entreprises ont subi une faille de sécurité l'an dernier. Et la cause principale? Des pratiques de codage qui n'étaient pas sécurisées. Ce n'est donc plus un risque marginal, non, c'est une réalité qui frappe la grande majorité de l'industrie. Et c'est là que tout bascule. Pendant des années, on a blindé nos serveurs, on a construit de véritables forteresses côté back-end. Mais voilà, les attaquants, ils sont malins, ils se sont adaptés. Pourquoi s'acharner sur la porte principale quand la fenêtre du salon est grande ouverte? Le front-end, ce n'est plus seulement le hall d'entrée, c'est devenu la première et parfois la seule ligne de défense. Ok, alors concrètement, à quoi il ressemble ce nouveau champ de bataille? Quelles sont les menaces réelles que les développeurs doivent affronter tous les jours dans ce nouveau monde du front-end? Ces noms, ils ne sont pas nouveaux, et c'est bien ça le problème. Ils sont tenaces. Le cross-site scripting, ou XSS, qui permet d'injecter des scripts malveillants, le CSRF, qui peut forcer quelqu'un à faire des actions à son insu. Bref, ce sont les grands classiques, des menaces fondamentales que tout développeur doit non seulement connaître, mais surtout savoir déjouer. Pour vraiment comprendre l'ampleur du danger, il faut qu'on parle d'échelle. Une attaque sur la chaîne d'approvisionnement, c'est redoutable. Imaginez un peu. Une toute petite dépendance, un petit bout de code verrouillé qui se retrouve utilisé dans des milliers de projets. Et bim, c'est tout un écosystème qui est compromis. On ne parle plus de quelques sites là, on parle de milliards de téléchargements potentiellement affectés. Ça donne le vertige, non? Et juste au moment où l'on pense avoir cerné une menace, elle est voulue. Le clickjacking, on connaissait. Mais voici le double clickjacking, une version 2.0 bien plus sournoise. Ça montre bien une chose, les attaquants, ils innovent tout le temps. Ce qui nous oblige, nous, à être constamment sur nos gardes et à faire évoluer nos défenses en permanence. Bon, face à cette espèce de course à l'armement, évidemment, l'industrie ne reste pas les bras croisés. Nos outils de tous les jours, les frameworks, sont en pleine mutation. L'idée, ce n'est plus seulement d'ajouter des fonctionnalités, mais vraiment d'intégrer la sécurité au cœur même de leur architecture. Et là, on assiste à un vrai changement de paradigme en fait. La discussion, ce n'est plus juste qui a le framework le plus rapide. Non, la question est devenue bien plus stratégique. Quelle est la vision sur le long terme pour gérer cette complexité qui explose et surtout pour intégrer l'IA qui arrive en force? Et de cette réflexion, on voit émerger deux grandes philosophies. D'un côté, on a l'approche AI First, comme celle de Remix 3. L'idée, c'est de simplifier la syntaxe pour que l'IA puisse générer du code plus facilement. Et de l'autre, on a l'approche Isomorphic First, portée par des outils comme SvelteKit. Là, on mise sur l'unification du code client et serveur pour mieux maîtriser la complexité des applications modernes. Deux chemins différents, mais pour un même objectif, construire des applications plus robustes. Évidemment, impossible de parler d'avenir sans parler de l'IA. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. L'IA est un outil d'une puissance incroyable pour les développeurs, mais en même temps, elle est devenue une nouvelle source de risques de sécurité et pas des moindres. Le gain de productivité, il est juste phénoménal. On parle de vibe coding. En gros, on décrit une idée avec des mots simples et hop, l'IA génère le code. C'est presque de la magie. On peut prototyper, développer à une vitesse qui était tout simplement impensable il y a quelques années à peine. Mais voilà le piège. Le code généré, il fonctionne, il a l'air nickel. Sauf que, une étude a montré que près de la moitié de ce code cache en réalité des failles de sécurité. Il faut comprendre que l'IA, elle, est optimisée pour trouver une solution qui marche, et ce, le plus vite possible. Elle n'est pas, ou en tout cas pas encore, optimisée pour la sécurité. Alors, on arrête d'utiliser l'IA? Pas du tout. Non, la solution, c'est de l'utiliser intelligemment, en mettant en place un nouveau cadre de travail. Ça passe par des réflexes assez simples, en fait. D'abord, relire systématiquement le code qu'elle génère. Ensuite, tester manuellement les parties critiques, surtout l'authentification. Troisièmement, bien documenter pourquoi on a utilisé l'IA à tel ou tel endroit. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, se former en continu sur les nouveaux types de risques qu'elle peut amener. Ok, donc on a vu les menaces, les stratégies des frameworks, le paradoxe de l'IA. Mais concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi pour un développeur? Comment on navigue dans cette nouvelle réalité? En fait, il faut vraiment voir ça comme une nouvelle feuille de route. L'objectif, ce n'est plus de maîtriser une seule technologie par cœur. Non. Le but, c'est de comprendre un paysage qui bouge tout le temps et d'avoir un plan pour s'y retrouver en jonglant entre les fondamentaux de la sécurité et les nouveaux outils à notre disposition. Et cette feuille de route, elle repose sur des pratiques qui sont devenues essentielles. Valider les données partout, côté client et côté serveur. C'est la base. Ne jamais, mais alors jamais laisser traîner des secrets comme des clés d'API dans le code client.
Utiliser à fond les outils du navigateur comme les entêtes de sécurité HTTP. Automatiser au maximum les scans de sécurité dans les pipelines de déploiement. Et enfin, bien comprendre que la formation à la sécurité, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini. Non, c'est un processus continu, permanent. Et on termine sur cette pensée qui est assez fondamentale. L'IA devient notre copilote. Ça, c'est acté. Les frameworks nous donnent des garde-fous de plus en plus solides. Mais dans ce cockpit, quel est notre rôle à nous ? Est-ce qu'on est juste des superviseurs qui regardent la machine faire ou est-ce qu'on reste les pilotes, ceux qui prennent la décision finale et qui portent la responsabilité ? C'est la grande question qui va définir notre métier de développeur pour les années à venir.